rencontre. Une émission de Jean Corcos consacrée à la connaissance du monde musulman. Bonjour amis auditeurs, Jean Corcos au micro pour ce pré-enregistré réalisé le 19 février 2015. Alors, une émission marquante aujourd'hui en raison de la qualité de notre invité. Bonjour Anouar Bibesh. Bonjour. Anouar Bibesh, vous êtes actuellement un des vice-présidents du Conseil français du culte musulman, mais surtout vous devez succéder au mois de juin prochain au président actuel, le recteur de la Grande Mosquée de Paris, Dalil Boubaker. Quelques mots de présentation. Vous êtes natif de Meknès, au Maroc. Votre carrière a été à la fois celle d'un cadre supérieur de l'industrie et celle d'un gestionnaire du culte musulman. Vous êtes entré en 1983 à l'École nationale des ponts et chaussées. Vous êtes actuellement directeur des systèmes d'information chez un important opérateur des télécommunications. Vous présidez le Rassemblement des musulmans de France. Cette association fédère environ 550 mosquées, dont les fidèles sont en grande majorité des originaires du Maroc. J'ai intitulé cette émission « L'islam de France face aux défis d'aujourd'hui ». Alors, il y a une première catégorie de défis, ce sont ceux de l'organisation du culte musulman, dont vous allez devenir bientôt le représentant auprès des autorités. Deuxième religion de France, l'islam doit s'affirmer dans la République, tout en respectant le cadre de la laïcité, répondre aux besoins des fidèles, tout en rassurant une majorité de Français qui voient avec inquiétude sa montée en puissance. L'islam de France doit surmonter ses propres divisions historiques. Bref, c'était déjà un grand challenge que vous allez devoir relever et nous en parlerons en première partie d'émission. Mais il y a bien sûr l'actualité. Le terrorisme djihadiste qui a tué ici à Paris il y a quelques semaines et puis il y a quelques jours à Copenhague. Ces massacres commis au nom de l'islam par des fanatiques, ici comme dans le monde entier, qui nous interpellent tous. Comment combattre la radicalisation ? Y a-t-il un danger de choc en retour ? Comment éviter qu'un mur d'incompréhension sépare juifs et musulmans ? Nous aborderons ces questions en deuxième moitié d'émission. Alors, Anouar Bibesh, pour commencer, donc, je vais évoquer la conférence de presse du président de la République. Donc, dans sa dernière conférence de presse, il a été assez dur vis-à-vis du CFCM. Et il a dit que cette instance n'a pas la capacité suffisante de faire prévaloir un certain nombre de règles. Et la première question qu'on se pose, c'est celle de la représentativité. Je me vais donner juste quelques chiffres. Lors des élections de juin 2013, il y a eu 2664 votants qui ont élu les administrateurs au conseil d'administration du CFCM, ainsi que les instances du conseil régionaux des cultes musulmans, donc dans toute la France. Il y a eu une victoire effective du Rassemblement des musulmans de France que vous présidez, mais force est de constater que ces délégués ne représentaient que 901 mosquées affiliées aux différentes fédérations nationales. Or, il y a au total environ 2300 lieux de culte musulmans. Alors, qui les représente, ceux qui n'ont pas voté pour vous ? Tout d'abord, merci pour votre aimable invitation qui va nous permettre effectivement de clarifier un certain nombre de sujets à la fois concernant l'actualité, comme vous l'avez dit, et également l'organisation du culte musulman. Concernant donc la déclaration du président de la République, tout d'abord ma première remarque, c'est que nous ne pouvons que nous réjouir de la prise de conscience au plus haut niveau de l'État du manque de moyens, les moyens à la fois humains et les moyens financiers du CFCM pour faire face à tous les défis auxquels il doit faire face, que ce soit la construction des mosquées, la formation des imams et des aumôniers, l'organisation du pèlerinage à la Mecque, l'abattage rituel, donc tout un tas de sujets sur lesquels le CFCM a besoin de moyens pour avancer sur ces dossiers-là. Nous avons alerté à plusieurs reprises le gouvernement au plus haut niveau sur ce manque de moyens et nous pouvons que nous réjouir du fait que la volonté politique pour donner au CFCM les moyens d'avancer sur ces sujets est enfin là. Concernant les attentes sur le CFCM, là aussi il faut clarifier les missions qui sont attendues du CFCM, parce que le CFCM, c'est comme son nom l'indique, le Conseil français du culte musulman. Donc sa mission essentielle, c'est le culte musulman, c'est la pratique religieuse dans un État laïque, la France en l'occurrence. Le CFCM n'a pas vocation à représenter les musulmans de France. Il ne représente pas une communauté, il ne représente pas une religion. Et par rapport à ça, il faut qu'on soit clair sur les attentes. Si les attentes sont
une prise de position sur un certain nombre de sujets d'ordre théologique. Il faut rappeler qu'à la création du CFCM en 2003, il a été question de créer une commission théologique, mais il y avait un certain nombre de réserves de la part même des composantes musulmanes qui ont constitué le CFCM à l'époque, mais il y avait également et surtout une très forte réticence de la part des pouvoirs publics qui ne voulaient pas d'une institution qui émette des fatwas, qui prennent des positions. Donc, je pense qu'aujourd'hui, les choses ont évolué, maintenant que le CFCM a 10 ans d'expérience, et on peut aller plus loin. Et malgré ça, le CFCM, dans sa configuration actuelle, a publié une convention citoyenne des musulmans de France. On en parlera tout à l'heure. Tout à l'heure, mais sur laquelle il a déjà commencé à prendre des positions très très fortes. Très importantes. Alors, il y a un sujet que vous avez évoqué d'ailleurs, donc c'est les imams, c'est leur formation. Le président François Hollande a dit que c'était un chantier urgent. Moi, je voudrais faire quelques remarques préliminaires. D'abord, il semble bien que dans beaucoup de lieux de culte, il n'y ait pas d'imam permanent. Donc, il y a ce risque des prédicateurs autoproclamés, itinérants, qui vont d'une mosquée à l'autre. Et on craint, bien sûr, la propagande salafiste. Ce qu'on sait aussi, c'est que les imams sont rémunérés de manière extrêmement modeste. Tout à fait. Et on leur demande beaucoup de choses, beaucoup de qualifications. Il faut qu'ils soient bilingues français-arabe, il faut qu'ils aient des compétences en matière coranique, il faut qu'ils connaissent les lois de la République, il faut qu'ils aient des qualités humaines, parce qu'ils ont beaucoup de responsabilités. Donc ça limite les vocations. Alors, quelle solution envisagez-vous, alors qu'en fait, il y a très peu d'instituts de formation en France? Je crois qu'il y en a seulement 3. Tout à fait. Effectivement, aujourd'hui, sur les 2300 à 2500 mosquées ou salles de prière, il y a à peine 500 à 600 mosquées qui sont imams dans ces mosquées qui sont des imams soit attitrés, soit affiliés à l'une des fédérations. Pour les autres, c'est effectivement celui qui maîtrise un peu plus le Coran qui est mis en avant pour diriger la prière. Ce n'est pas pour autant qu'il y a des imams salafistes partout à l'intérieur des mosquées. Concernant la formation des imams et par rapport à ce risque entre guillemets d'imams salafistes ou d'imams qui peuvent être porteurs d'un discours qui ne soit pas conforme aux valeurs de l'islam mais conforme aux valeurs de la République, il y a une idée qui est en train d'émerger, c'est que dorénavant les imams soient certifiés et habilités par le Conseil français du culte musulman. Donc c'est une idée qui commence à prendre... C'est un diplôme dont vous aurez la responsabilité. C'est une habilitation qui est donnée à ces imams. Maintenant, concernant proprement la formation des imams, il y a 2 volets, il y a la formation théologique et la formation profane. Concernant la formation profane, qui est la connaissance de l'histoire de la religion, la maîtrise des institutions de la République, etc. Ces formations ont été initiées à l'Institut catholique de Paris à Paris, et aujourd'hui il y a une démultiplication de cette expérience dans un certain nombre d'universités en province. Là, les pouvoirs publics peuvent aider, parce que là on sort du caractère cultuel pur, oui. Donc les pouvoirs publics peuvent aider. Par contre, l'autre volet qui est la formation religieuse, elle ne doit être assurée que par les autorités musulmanes. Et là, il y a effectivement un manque de moyens, parce que ça demande des professeurs qualifiés, ça demande des locaux, des certifications par le rectorat, etc. Mais ce cursus est très très important si nous voulons former des imams franco-français qui maîtrisent le contexte français. Alors par rapport à ça, il y a eu un certain nombre d'initiatives. Il y a eu la Fondation des Œuvres de l'Islam qui avait été créée en 2006 ou 2005 par Dominique de Villepin, alors ministre de l'Intérieur, qui a pu avoir un certain nombre de fonds, elle a fait une levée de fonds de l'ordre de 2 millions d'euros. Malheureusement, cette fondation n'a pas très très bien fonctionné, elle est en cours de dissolution, et le CFCM est en train de relancer une nouvelle fondation qui risque de prendre le relais. Il y a une dernière idée qui commence aussi à émerger, c'est la mise en place d'une université de formation des imams à Strasbourg pour profiter du contexte particulier du Concordat en Alsace, et là il peut y avoir des bourses pour les imams étudiants, des résidences universitaires, une rémunération des professeurs et des enseignants, et à la clé, un diplôme qui soit reconnu à la fois par l'État et par les autorités musulmanes. Très bien, merci pour toutes ces précisions. Alors le temps file, je crois qu'il doit nous rester 3 minutes avant la pause publicitaire. Moi j'ai une série de questions, toujours à propos de la représentativité donc, des institutions de l'islam de France. Essayons de répondre brièvement à ces différentes questions. D'abord, à propos de l'UOIF, l'Union des organisations islamiques de France, elle s'est retirée du CFCM en 2013. Est-ce que vous pensez que c'était préférable, ou alors il vaudrait mieux que son réseau d'environ 150 mosquées
soient représentés reviennent. Alors juste une précision, l'UOF s'est retiré officiellement des élections de juin 2013 et ne s'est pas retiré formellement du CFCM lui-même. Au-delà de ça, je pense qu'il vaut mieux que l'UOF soit à l'intérieur du CFCM qu'à l'extérieur, parce qu'au sein du CFCM, le débat est libre, donc chacun exprime son point de vue, mais après, c'est le vote majoritaire qui détermine la lignée, et donc les décisions prises au sein du CFCM s'appliquent par la suite à tout le monde. Donc je pense qu'il est préférable que l'OIF soit à l'intérieur du CFCM qu'à l'extérieur. D'accord. Deuxième question. Il existe une fédération des associations islamiques d'Afrique, des Comores et des Antilles. Bon, cet islam africain, il représente peut-être la moitié de la population musulmane. On a l'impression qu'ils sont tout à fait sous-représentés dans la direction du CFCM. Est-ce que vous pourriez envisager de faire bouger les choses ? Alors là-dessus, effectivement, l'islam africain ou subsaharien, comme on dit, a tout à fait sa place au sein du CFCM. Il est représenté aujourd'hui par la FAYACA, que vous avez rappelé à travers monsieur Hassani Fassassi. Maintenant, on peut pas parler de sous-représentation ou de surreprésentation, parce que finalement, c'est un processus électoral qui fait qu'à l'arrivée, on compose l'Assemblée Générale, le bureau du CFCM et la présidence du CFCM. Donc je pense que l'islam africain, entre guillemets, a tout à fait sa place. Il faut qu'on essaie de voir comment il peut être davantage en visibilité, surtout, mais la représentation, elle est issue des élections. Très bien. Et toute dernière question, à propos donc de l'imam Chalgoumi, qui a une organisation qui s'appelle la Conférence des imams, mais qui ne fait pas partie du CFCM. Très simple, ma question. Est-ce que c'est de son fait, ou alors est-ce que c'est une exclusion, et pourquoi ? Alors ça, il y a une règle générale, c'est que le CFCM intègre à bras ouverts tous ceux qui formulent le souhait d'y adhérer et qui s'inscrivent bien entendu dans le processus de représentation au sein du CFCM à travers les élections. La mosquée de Drancy, de laquelle est issu monsieur Chalgoumi, je ne sais pas si elle a vraiment participé aux dernières élections au niveau de la région Île-de-France-Centre, je ne suis pas sûr, mais en tout cas, il n'y a aucune volonté d'exclusion de quiconque au sein du CFCM. Alors, on a évoqué le Conseil français du culte musulman, son organisation, les projets, ses challenges un petit peu. Et on arrive dans cette deuxième moitié d'émission sur une actualité plus brûlante, celle qui nous interpelle, bien entendu, avec les horreurs donc du Daesh, et qui font que maintenant tout le monde réalise qu'on est dans le cadre d'un conflit planétaire. Et là, il faut en même temps combattre le Daesh, donc de façon unie, quelles que soient nos religions, mais en même temps surmonter, effectivement, on le voit bien d'après les sondages, les appréhensions d'une grande partie du public qui pense que l'islam n'est pas une religion qui s'adapte facilement avec le cadre républicain. Or, le Conseil français du culte musulman avait présenté en juin 2014 la Convention citoyenne des musulmans de France. C'est un document qu'on peut lire sur le site du CFCM. D'ailleurs, le CRIF l'avait publié aussi. Tout à fait. Il rappelle toutes les obligations à respecter dans l'exercice du culte, qu'il s'agisse du respect de la laïcité, du respect des lois de la République, égalité des femmes, tenue vestimentaire, l'impératif du respect des autres religions monothéistes, avec des citations du Coran. Donc, comment se fait-il que ce travail a été si peu médiatisé ? Alors effectivement, la Convention citoyenne des musulmans de France pour le vivre ensemble, c'est comme ça qu'on l'a appelé, est née au moment de la réflexion sur la réforme du CFCM. À côté de la réforme interne, on s'est dit qu'il fallait un document qui soit fort, qui soit une charte des musulmans de France. Dès le lendemain des élections de juin 2013, nous sommes mis au travail pour élaborer cette convention-là. L'objectif de cette convention, c'était de proclamer à froid et pas forcément sous l'emprise ou la pression de l'actualité, proclamer haut et fort un certain nombre de positions claires et courageuses sur des questions sur lesquelles les musulmans étaient régulièrement interpellés, leur relation à la laïcité, la citoyenneté, l'égalité hommes-femmes, les jeunes, la relation des musulmans avec les autres, notamment les relations entre juifs et musulmans de France, le rejet du racisme et de l'antisémitisme. Donc ce document effectivement a été élaboré, il était prêt à partir du mois de mai. Malheureusement, on a été rattrapé par l'actualité dramatique, puisqu'il y a eu la tuerie de Bruxelles avec l'affaire Médine et Mouche, et nous avons dû le rendre à ce moment-là public au cours d'une conférence de presse qui a eu le 4 juin.
Alors, à l'issue de cette conférence de presse, je pense que ce document a été médiatisé, il a été repris, mais malheureusement, c'est retombé tout de suite après. Et là-dessus, le CFCM est conscient du déficit de communication, il est conscient de ce déficit de médiatisation, mais il faut dire que là aussi, les médias ne nous aident pas non plus. On ne parle pas des trains qui arrivent à l'heure. Voilà. Justement, on traite pas des choses qui sont positives et constructives. Maintenant, par rapport à la reprise et à la diffusion de cette convention, le CFCM est en train a déjà traduit en arabe pour les arabophones et pour les imams ce document. Il est en train d'être diffusé dans les 2500 mosquées et salles de prière. Et l'objectif, c'est que également une petite synthèse qui tient sur une page A3 soit éditée comme une charte des musulmans de France et soit affichée dans toutes les mosquées de France. Très important. Alors, à propos donc de ce combat contre Daesh, il faut rappeler, parce que vous avez raison, on insiste souvent sur le négatif et pas assez sur le positif, qu'il y avait eu au mois de septembre la déclaration commune des 10 grandes associations représentant le culte musulman en France, y compris d'ailleurs l'UOIF, qui condamnait de façon absolue les atrocités donc commises par les djihadistes du soi-disant califat islamique. Il y a eu des très nombreux communiqués après les attentats en France du mois de janvier, et je dois dire que ceux du Rassemblement des musulmans de France que vous présidez ont été particulièrement clairs. Et je dois dire que nous avons beaucoup apprécié cette solidarité. Vous avez fait un communiqué après Copenhague. Vous avez fait aussi un communiqué à propos du cimetière profamé de sa réunion. Et on sait très bien que ce ne sont pas des jeunes musulmans qui ont fait cela. Donc ce n'est pas une question de se justifier. C'est pour combattre l'antisémitisme. Et alors, tout ceci est vrai, mais en même temps, on sait qu'il y a des milliers de jeunes Français. Alors, ces jeunes Français peuvent être nés dans une famille musulmane, mais on sait que pour un quart d'entre eux, ce sont des convertis récents aussi, qui partent en Syrie, qui envisagent d'aller là-bas, qui basculent dans le terrorisme. Alors, vous avez lancé un certain nombre de chantiers contre la radicalisation. Est-ce que vous pourriez en parler rapidement ? Tout à fait, il faut souligner que depuis 2 ans, il y a eu une véritable prise de conscience qui s'est opérée à la fois au sein du CFCM, au sein des fédérations qui composent le CFCM et plus globalement au sein de la communauté musulmane de France, à la fois sur le danger et le risque grandissant de radicalisation des jeunes. La démarche que doit faire le CFCM et les fédérations le composant, c'est surtout un rôle de prévention et d'éducation. Notre rôle n'est pas dans la répression ou dans, bien sûr, c'est pas votre travail. Dans le sécuritaire. Et donc par rapport à ça, déjà le Rassemblement des musulmans de France a entrepris depuis juin dernier une série de colloques sur la radicalisation avec comme titre à chaque fois combattre l'intégrisme et la radicalisation, comprendre les racines et proposer les remèdes. Donc une série à la fois au niveau national et régional, mais au-delà de ces colloques qui mènent des réflexions avec des imams, des aumôniers, des responsables de mosquées, il y a ce que fait le CFCM effectivement. Le CFCM a entrepris 3 ou 4 axes de travail importants. Le premier, c'est en juillet dernier, juillet 2014, le CFCM a créé, et c'est une première, une association dédiée à la prévention de la violence et de la radicalisation. Elle s'appelle l'APVR, l'Association pour la prévention de la violence et de la radicalisation. Et cette association dédiée à ce sujet brûlant, si j'ose dire, va entreprendre un certain nombre d'actions concrètes. La première, ça va se traduire par un rassemblement national et unitaire de l'ensemble des composantes et des sensibilités de l'islam de France. Ce rassemblement devrait avoir lieu deuxième quinzaine d'avril à Paris. Nous sommes en train de déterminer le lieu exact. C'est dans un lieu fermé ou c'est une manifestation publique ? Ça sera dans un lieu fermé. On parle de l'UNESCO, on parle de la mutualité. Il rassemblerait 800 à 1000 personnes, ouvert sur la société civile. On espère, on lancera une invitation au président de la République et au Premier ministre pour qu'ils puissent intervenir à cette occasion-là. Et nous souhaitons déjà qu'il y ait à cette occasion une prise de position claire de la part des référents religieux, que ce soit des théologiens, des savants musulmans qui disent c'est quoi la position de l'islam vis-à-vis du terrorisme, du djihadisme, etc. Donc sur des sujets très très forts. Il y a une autre démarche, c'est le lancement d'une mission d'information du CFCM qui va commencer à auditionner un certain nombre d'experts pour bien comprendre les raisons et proposer donc des solutions de prévention. Et le dernier point, dernière action concrète, c'est la création d'un numéro vert au siège du CFCM avec une cellule d'écoute et d'orientation. Il y aura des savants musulmans et des théologiens derrière pour pouvoir orienter et accompagner les familles et les jeunes. Et l'objectif, c'est de tuer dans l'œuf ce processus de radicalisation. Tout à fait. Et cette mobilisation des théologiens, c'est quelque chose de tout à fait fondamental. Tout à fait. Tout à fait fondamental.
fondamental. Alors, il nous reste 3-4 minutes pour la dernière question, malheureusement. Je voudrais quand même qu'on évoque les dizaines d'actes islamophobes tout à fait inadmissibles qui ont eu lieu suite aux attentats du mois de janvier. Alors, il y a eu des tirs contre des mosquées, il y a eu des tags, des destructions de commerces. Pour le moment, et c'est heureux, il n'y a pas eu d'actes terroristes meurtriers contre des musulmans. Mais, premièrement, est-ce que vous craignez que ça arrive en France? Et est-ce que ça ne fait pas partie de la stratégie du Daesh, au fond, à une espèce d'engrenage vers une guerre civile? Tout à fait. Bon, déjà, par rapport à l'augmentation et l'explosion des agressions antisémites elles-mêmes, il y a effectivement le rapport du SPCJ qui a été éloquent là-dessus, qui a été prouvé effectivement qu'il y avait une explosion. Et à ce titre, je réitère que les musulmans de France expriment toute leur solidarité et toute leur fraternité aux Juifs de France par rapport aux épreuves qu'ils subissent dernièrement. Vous avez également souligné effectivement l'explosion des actes islamophobes. Nous avons recensé pratiquement 160 actes en 3 semaines depuis le 7 janvier et les attentats du 7 janvier. Il faut dire que sur une période similaire en 2014, il y a eu à peine 14 actes anti-musulmans. Donc une véritable explosion et une gravité de la nature des attaques, puisqu'il y a des tirs à balles réelles sur les mosquées, des attaques qui ont été attaquées, des mosquées qui ont été attaquées par des lanceurs de grenades. Donc il y a effectivement un risque d'engrenage et il y a une inquiétude montante au sein de la communauté musulmane de France. Par rapport, il faut souligner là-dessus la mobilisation des pouvoirs publics avec 10 500 militaires qui ont été déployés pour la protection des lieux de culte et des écoles à la fois juives et musulmanes. Voilà, vous confirmez qu'ils protègent également des mosquées en France. Tout à fait. Donc là-dessus, le sentiment de 2 poids 2 mesures dont vous avez parlé, au niveau des pouvoirs publics, aujourd'hui, il n'existe pas. C'est important que vous le disiez. Il faut le souligner. Maintenant, important. Quand il y a ce sentiment de 2 poids 2 mesures, il est parfois le fruit d'une certaine perception, et je parle bien de perception, soit dans la mobilisation des médias suite à des actes, soit dans l'indignation du politique. Et je pense qu'il faut qu'on reste solidaires, juifs et musulmans, à chaque fois que l'antisémitisme ou l'islamophobie se manifeste, et il faut qu'on travaille main dans la main, juifs et musulmans, pour combattre la bêtise et le fanatisme. Et tout à fait. Et c'était un petit peu ma dernière suggestion. Vous avez cité le SPCJ, il y a l'Observatoire de l'islamophobie, et il faudrait, on va parler de coordination, chacun fait son travail, chacun réfère au ministère de l'Intérieur. D'ailleurs, les chiffres des deux sont validés par le ministère de l'Intérieur, donc là, il n'y a pas de doute. Mais justement, pour pas qu'il y ait cette concurrence victimaire, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on pourrait envisager je pense qu'il faut effectivement arrêter cette concurrence victimaire, comme vous dites. Il faut essayer de travailler main dans la main, comme je dis, pour combattre tous ensemble, juifs et musulmans, tous ces actes anti-religieux. Il y a également, on a vu une profanation de cimetières catholiques, chrétiens, c'est fréquent dernièrement. Donc la démarche, il faut la généraliser. Et comme vous dites, il faut coordonner nos actions avec un objectif de tolérance zéro vis-à-vis du fanatisme, de l'extrémisme et de la violence et de l'antisémitisme. Eh bien, c'était très important que vous nous disiez ça. Cher Anouar Bibeche, c'est très important que nos auditeurs l'entendent. Vous savez, il y a quelque chose qui est malheureusement assez répandu, c'est-à-dire, mais on n'entend pas les modérés, mais on n'entend pas les responsables, mais ils disent jamais rien. Enfin, il faut vraiment être sourd. Je crois qu'il y a ceux qui nous entendront ce dimanche, 22 février, mais il y a la possibilité de réécouter aussi cette émission. J'en profite pour le dire à nos auditeurs. J'ai une page de podcast, vous pouvez l'écouter, vous pouvez l'enregistrer, vous pouvez la diffuser, et c'est donc très important qu'on connaisse à la fois les positions du Rassemblement musulman de France, mais ce qu'on espère, la position du Conseil français du culte musulman dans son ensemble, dont je rappelle que vous allez être le président dans quelques mois. Merci Anouar Bibeche. Merci beaucoup pour votre invitation, et nous restons tout à fait disponibles à expliquer, à intervenir, à faire entendre la voix de la modération et la voix de la fraternité judéo-musulmane. Merci à mes auditeurs de nous avoir suivis, et je vous donne donc rendez-vous dans 15 jours. Au revoir. Rencontre. Une émission de Jean Corcos consacrée à la connaissance du monde musulman.